Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons revenir sur les fiches d'information produites par Tax Aid Alliance, un réseau d'organisations qui bataille pour une meilleure justice fiscale au profit de l'éducation. 3 pays dans le monde ont été examinés, notamment le Sénégal, la Zambie et le Népal. Et dans ce programme, nous allons vous rapporter, vous partager avec vous les commentaires qui ont été faits par un expert de la société civile sénégalaise en même temps que les résultats des fiches d'information pour le Sénégal. Et toujours dans ce programme, comme vous le savez, le Financial Secrecy Index de l'édition 2022 est en cours de finalisation, sera publié cette année. Nous allons déjà vous répondre à quelques questions afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous serez en train de consulter le rapport. Je rappelle que vous pouvez écouter ce programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, sur la page de taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale, notre page Twitter, hashtag Impôts Social. Vous pouvez aussi aller sur Stitcher, nous sommes présents dans cette application. Et pour ceux qui veulent nous écrire, idriss@taxjustice.net. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais à la une de ce programme, nous devons débuter par les fiches qui ont été produites sur une meilleure justice fiscale au profit de l'éducation. 3 pays dans le monde ont été concernés, dont 2 en Afrique, le Sénégal et la Zambie. Mais avant d'y arriver, il y a quelques jours, 7 jours exactement, notamment aux alentours du 28 avril, il y a eu une rencontre au sein de l'OCDE ou dans le cadre de l'OCDE pour discuter sur l'état de la mise en œuvre de l'accord fiscal international. Vous vous rappelez, adopté en fin 2021, présenté comme étant l'alpha et l'oméga des réformes fiscales internationales. Mais vous allez voir, avec notamment déjà Tania Saulnier qui représentait le MEDEF, le regroupement des patrons français, que même du côté des patrons, on n'est pas encore prêt à voir cet accord entrer en vigueur, malgré l'enthousiasme affiché de part et d'autre. Écoutez Tania Saulnier. Sur l'approche pays par pays, l'idée c'est que cette approche ne tiendrait pas compte des effets des impôts différés. Ce serait donc très pertinent pour les domaines où il y a peu d'écart, peu de délai. Et là, c'est bien entendu l'une des limites de cette approche fondée sur les rapports pays par pays. D'où la deuxième proposition qui s'appuie sur le taux d'imposition effective dans la juridiction. Parce qu'il faut que le régime de protection réponde aux besoins de toutes les entreprises. Et donc l'idée c'est le même, on compare un taux d'imposition effective de la juridiction qu'on rapproche au taux minimum. Nous sommes convaincus que les impôts différés ont été acceptés dans les règles modèles avec des garde-fous. Donc pour nous, il n'y a pas d'obstacle conceptuel empêchant un régime de protection avec différents impôts. Si de cette approche, une UMN pourrait déterminer le taux effectif par juridiction faisant référence aux bénéfices comptables avant impôts avec les dépenses fiscales découlant ou tirées des états financiers. Ce serait très utile pour les entreprises où il y a des délais importants. Ici, à nouveau, on pourrait cibler certaines conditions pour rassurer les entreprises fiscales. Par exemple, l'on pourrait demander un taux effectif
qu'il soit de plus de 15%, ou peut-être imposer un plafond aux impôts différés. Les entreprises ne sont pas les seules à avoir un petit doute quant à la possibilité que l'accord puisse être mis en œuvre très rapidement. Au cours des échanges, nous avons eu la contribution d'une représentante de l'administration fiscale au Canada. Écoutez ce qu'elle a partagé comme point de vue, un point de vue qui est revenu notamment de la part des représentants de plusieurs pays, quoiqu'à des degrés divers. Écoutez son argumentaire à elle. Pour moi, la question essentielle, c'est le calendrier. Le calendrier est très ambitieux pour la mise en œuvre du pilier 2. Mais ça, on le savait. On le savait depuis très longtemps. Donc, au Canada, nous avons créé des équipes chargées de la mise en œuvre pilier 1 et pilier 2. Ces équipes ont été créées il y a quelques mois et elles sont déjà opérationnelles. La difficulté, c'est qu'on n'a pas encore la sécurité juridique, on n'a pas encore le point d'arrivée, on n'a pas encore le dispositif d'application des règles dans le contexte canadien. Nous nous félicitons que le Canada a déclaré qu'il adopterait le pilier 2, mais nous avons actuellement des consultations au niveau national en cours concernant les règles modèles et concernant l'ampleur des changements ou des modifications qu'il faudra peut-être apporter à notre législation nationale. Et puis, comme beaucoup d'autres contributions, de notre point de vue d'administration fiscale, la question de la cohérence, c'est une question cruciale, surtout dans la phase de mise en œuvre. Donc, un formulaire identique, un format identique, les mêmes informations à transmettre. Pourquoi pas une déclaration unique? Ce serait formidable. Dans le contexte du Canada, bien sûr, il y aurait encore un dispositif informatique assez conséquent à mettre en place. Je pense que ce sera probablement un travail qui reviendra à beaucoup d'autres administrations fiscales, des sociétés de conseil fiscal et les multinationales elles-mêmes. Si on s'inspire du projet déclaration pays par pays, ça peut être très utile pour simplifier, rationaliser les efforts le plus possible. Concernant le calendrier, toujours, je pense qu'il faudrait peut-être envisager une solution provisoire avant de passer à la solution permanente. Parce que nous aurons besoin de plus de temps pour celle-ci. Donc on aura peut-être des renseignements qui seront envoyés de façon simplifiée au début, quitte à peaufiner, à sophistiquer la solution au fur et à mesure qu'on se rapprochera d'une solution permanente. Donc voilà, en tout cas, c'est l'expérience que nous avons eue au Canada concernant la déclaration pays par pays. Toutes les entreprises multinationales n'ont pas pu faire de déclaration informatique. Beaucoup ont fait des déclarations papier qu'il a ensuite fallu saisir pour procéder à l'échange international de ces renseignements. Donc, en se fondant sur cette expérience des déclarations pays par pays, nous nous sommes rendus compte que le guide administratif était extrêmement utile. Il y a eu quelques obstacles à surmonter pour parvenir à une cohérence dans le guide et l'éclairage administratif, des choix à faire entre la volonté politique de départ et l'application la plus cohérente possible des règles en cohérence avec la législation et le souci du consensus aussi. Donc j'y reviens encore à cette question de la cohérence qui est absolument essentielle. Concernant les questions que nous nous posons actuellement au Canada, beaucoup de ces questions revenaient dans les contributions. L'articulation avec nos règles nationales de prix de transfert, de notre perspective d'administration fiscale, l'articulation avec nos mécanismes d'audit actuels et les calendriers d'audit qui sont déjà mis en œuvre. Nous avons déjà affiché une priorité au Canada, accélérer, rendre plus efficaces les contrôles des comptes et les audits des multinationales, mais c'est pas pour tout de suite. Ça prend beaucoup de temps et nous avons aussi un système judiciaire qui prend beaucoup de temps.
Pour l'instant, on fonctionne sur la base d'un statu quo, mais il faudra à un moment mettre en place des nouvelles procédures, des nouveaux régimes, afin que ceci soit plus efficient et que la sécurité juridique soit assurée bien en amont. Dispute prevention and resolution. Voilà, il est clair que malgré l'optimisme affiché par l'OCDE et plutôt tel que l'avait prédit le réseau Tax Justice Network, l'accord fiscal international proposé par l'OCDE comme étant un accord inclusif qui a impliqué l'ensemble ou presque l'ensemble des pays du monde a beaucoup de chemin à parcourir en raison de sa complexité, en raison des difficultés à pouvoir le mettre en œuvre. Et vous avez vu, les problèmes concernent aussi bien l'harmonisation avec les législations locales, l'harmonisation des législations entre tous les pays. Et en Afrique, il faudra tenir compte que les sous-régions appliquent des législations différentes, les systèmes monétaires sont différents, on n'est pas sorti de l'auberge et la réflexion devra continuer de se mener. Tax Justice Network continue de militer pour une solution qui aurait été adoptée dans le cadre des Nations Unies. Nous en parlerons certainement encore lors de nos prochaines éditions avec plus de détails. Je le disais à la une de notre programme, nous allons parler des fiches d'informations produites sur quelques pays dans le monde en rapport à l'objectif de développement durable numéro 4 qui a trait à l'éducation. Nous allons particulièrement insister sur le Sénégal. Ces fiches ont été produites par des équipes réunies autour d'un groupe de travail qu'on appelle Tax Aid Alliance, c'est-à-dire une alliance pour la justice fiscale au profit de l'éducation. Et on note que le Sénégal a connu de bonnes améliorations, notamment avec un taux d'accès à l'école primaire qui est passé de 58% en 2000 à 75% en 2020. Le nombre d'enfants inscrits est lui aussi très important. Il a été multiplié quasiment par 10 sur la même période. Le taux de scolarisation, malheureusement, stagne un tout petit peu et de nombreux défis doivent encore être surmontés. Le Sénégal ne parvient toujours pas à financer l'éducation comme il se doit, à mobiliser les recettes fiscales telles qu'il devrait pouvoir le faire. La situation du Sénégal a été commentée par un expert du Forum Civil, une ONG basée à Dakar. Nous allons l'écouter notamment sur des points très précis de son point de vue, de cet expert-là. Il faudrait déjà que le Sénégal, pour améliorer sa structure de mobilisation des recettes, puisse déjà bien percevoir la structure de l'économie locale. Il faut bien comprendre ce qu'il entend par structure de l'économie. Nous l'écoutons. On dit qu'il faut une allocation d'un budget conséquent à l'éducation. Et de façon générale, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la structure de l'économie dont on dispose. Est-ce que notre économie a créé tant de richesses pour que l'éducation puisse avoir une part, supposons, de 20%, la santé tant, la protection sociale également tant. Je pense qu'il y a un plaidoyer que l'Alliance également devrait pouvoir aider le Sénégal, c'est de travailler pour qu'il y ait une vision claire sur la structure de l'économie. Parce que tenez-vous bien, 40% de la richesse produite par l'économie sénégalaise est issue de l'informel. Et que l'informel en tant que tel, le secteur informel participe à hauteur que de 30% dans les recettes fiscales. Donc il y a un besoin aujourd'hui d'interroger la structure de l'économie. Ça c'est un premier temps. Comment est-ce qu'on pourrait aider à l'État du Sénégal à formaliser notre économie pour capter plus de ressources et que ces ressources puissent être orientées dans les secteurs sociaux comme l'éducation. Ça, c'est un plaidoyer quand même fort qu'on devrait aujourd'hui faire, parce que tant qu'on est là à dire qu'il faut une allocation de budget important à l'éducation, alors que la structure de l'économie ne supporte pas fondamentalement l'allocation, ça va poser également un
Notre expert a aussi estimé, et c'est un point avec lequel Tax Justice Network est en harmonie, la retarification. Il a estimé qu'il fallait revoir la manière dont l'impôt est reparti entre les différentes catégories d'agents économiques et que le poids des impôts sur les individus était plus important. Écoutez ce qu'ils ont dit de manière précise. Nos impôts sont supportés fondamentalement par les personnes physiques. Nos impôts sont supportés fondamentalement par très peu de contribuables, 85 000. Sur une population de 17 millions. Je ne parle pas de l'impôt indirect, je ne parle pas également de la TVA qui est payée par l'ensemble des populations, mais je parle des impôts directs qui sont à hauteur de 85 000 personnes également payent des impôts. Voilà, en tout cas ce qui est répertorié également dans les données également de l'État. Je ne parle pas également des fonctionnaires, je ne parle pas également de ceux qui sont dans le secteur privé. En tout cas, pour qu'il y ait quand même un plaidoyer permettant une allocation assez importante de ressources à l'éducation, pour nous, il faut d'abord revisiter le système fiscal. Il pense que cette situation n'est pas irréversible. Il fait des propositions en vue de réformer le système fiscal, de mieux mobiliser sur les personnes de manière inclusive et de faire en sorte que par la suite, le gouvernement puisse avoir de quoi redistribuer. Écoutez ces propositions en matière de réforme fiscale. Ces réformes fiscales juste passent par deux catégories, voire trois catégories de problématiques. La problématique, c'est quoi? C'est les types d'impôts. On l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un plaidoyer pour qu'on ait un impôt progressif. Un impôt progressif par rapport aux sociétés, parce qu'au Sénégal, les impôts sur les sociétés, par de droit commun, c'est 30%, alors qu'on sait que les impôts sont supportés par les individus. Alors, pour l'impôt sur le revenu, les tranches qu'on a prévues au Sénégal, c'est un nombre de 6. Alors qu'auparavant, c'était un nombre de 10. Est-ce qu'on ne devrait pas faire aujourd'hui un plaidoyer pour augmenter le nombre de tranches pour qu'il y ait une égalité de traitement des citoyens par rapport à l'impôt? En ce moment-là, on pourra davantage amasser assez d'argent pour quand même fournir la richesse du Sénégal à travers le PIB. Donc, revoir le système de progressivité de l'impôt sur le revenu, revoir également le système de proportionnalité de l'impôt également sur les sociétés, mais également revoir l'impôt sur la fortune. Parce qu'au Sénégal, il y a un dispositif dans le Code général des impôts qui permet de pouvoir taxer également la fortune, mais malheureusement, ce n'est pas encore appliqué. L'autre aspect également qu'il faut impérativement revoir, c'est la base fiscale. Parce qu'avant qu'on ne parle d'allocation, il faut trouver les ressources. Alors qu'on sait que la base fiscale, l'assiette fiscale au Sénégal est assez rétrécie, est très très rétrécie. Donc, il y a un plaidoyer qu'il faut impérativement faire pour qu'il y ait un élargissement également de la base fiscale pour alimenter le budget et le budget également puisse alimenter le secteur de l'éducation. L'efficacité également de l'administration est une problématique. On n'a pas assez de bras au niveau de l'administration fiscale. Même si l'administration fiscale emploie beaucoup de personnes, à un certain niveau, pas au niveau des inspecteurs, mais à un certain niveau, ces personnes ne sont pas en réalité une demande d'administration fiscale. Ce ne sont pas les personnes adéquates qui sont désignées pour pouvoir faire le travail également au niveau de l'administration fiscale. Enfin, il a raison et Tax Justice Network le pense. Il ne suffit pas de mobiliser les revenus. Il faut encore être capable de les redistribuer de manière adéquate. En matière d'éducation, comment faudrait-il redistribuer? Nous écoutons une dernière fois notre expert. Le dernier aspect également sur lequel il faut impérativement insister, c'est le budget de l'éducation nationale lui-même. Le budget de l'éducation nationale. Souvent on dit qu'il faut allouer des ressources à l'éducation nationale. Et on ne prend pas le temps de voir exactement la configuration des dépenses de personnel au sein même de l'éducation nationale. Quelle est la justice des dépenses au niveau des dépenses fiscales, au sein de l'éducation nationale? Est-ce que les dépenses de personnel, je veux dire, les dépenses de personnel, est-ce que les sommes qui sont injectées au profit du personnel sont justes?
Est-ce que le système de rémunération, c'est un système de rémunération qui est juste? Est-ce que le système d'indemnité, c'est un système d'indemnité qui est juste? Donc c'est au gré, quand les syndicats également vont en grève, que le gouvernement essaie de régler le problème en leur allouant également un certain nombre d'indemnités, alors qu'il n'y a pas une certaine justice en ce qui concerne également la dépense, mais les dépenses de personnel, y compris également les dépenses de fonctionnement. Il faudrait qu'il y ait un plaidoyer pour qu'il y ait une transparence dans les dépenses de fonctionnement, mais en même temps également une transparence dans les dépenses d'investissement. Donc, c'est vrai de demander qu'il y ait une allocation d'un montant au secteur de l'éducation. Mais je pense que le travail doit commencer à notre niveau, à travailler pour qu'il y ait une mobilisation juste, une mobilisation des ressources domestiques juste au niveau du Sénégal. Et les pistes sont là. Il suffit de regarder un peu le système fiscal sénégalais. Il suffit également de regarder le type d'impôt. Il suffit d'analyser également les structures de gestion des impôts. Il suffit également de voir à côté tout ce qui touche également aux différentes dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. En ce moment-là, quand le plaidoyer aura été fait et qu'on se rend compte que voici des niches qu'on peut impérativement prendre pour financer le développement, en ce moment-là, on pourra accentuer davantage le plaidoyer auprès du gouvernement en disant, nous avons fait ce travail, vous avez des niches supplémentaires, vous avez des ressources supplémentaires, prenez cet argent pour pouvoir financer également le développement au niveau de secteur de l'éducation. Mais également, il ne suffit pas uniquement de demander qu'il y ait une allocation de 20% au secteur de l'éducation. Il faut également surveiller la destination de ces ressources. Nous allons certainement revenir sur cette question qui est très importante, évidemment qui touche aux 4 R de la justice fiscale, notamment la représentation, la retarification, la collecte des revenus et surtout la redistribution. Nous allons revenir dessus en détail avec les experts de Tax Aid Alliance. Nous allons en contacter plusieurs afin de discuter de ces résultats qui sont très importants pour une Afrique qui veut se développer et qui a besoin d'une population éduquée. Comme je vous l'ai aussi dit, nous allons cette année lancer l'indice d'opacité financière, le Financial Secrecy Index édition 2022. Il sortira très bientôt et tout le monde aura l'occasion de découvrir les nouveaux résultats, les nouvelles performances, les nouvelles redistributions en termes de responsabilité sur les facilitations ou sur les possibilités de pouvoir mener des transactions financières opaques. C'est un important indice. Mais pour cela, il faut pouvoir comprendre ce que c'est, comprendre comment ça fonctionne, à qui c'est destiné. Nous avons établi une espèce de question-réponse avec Christiana de Souza, une jeune journaliste basée au Bénin. Écoutez, parce que l'édition prochaine, nous allons certainement détailler les enseignements que nous aurons reçus du Financial Secrecy Index. Mais en attendant, écoutez le mot d'emploi, ce qu'il faut savoir sur cet indicateur ou alors sur cet indice. Bonjour Idriss. Alors, j'apprends que le Financial Secrecy Index sera publié bientôt. Déjà, si tu permets, qu'est-ce que c'est exactement? Le Financial Secrecy Index, en français indice d'opacité financière, est un classement qui a été créé par Tax Justice Network, le réseau pour la justice fiscale, et qui présente un panorama de pays en fonction de leur degré de responsabilité quant aux possibilités de pouvoir effectuer des transactions financières opaques dans le monde. Donc c'est un indice, c'est un classement, mais c'est surtout une présentation panoramique des pays en fonction de leur contribution à l'opacité financière internationale. Qui produit cet indice et comment l'obtient-on? N'y a-t-il pas de risque de faire un classement arbitraire? L'indice, comme je l'ai dit, est produit par le Tax Justice Network, le réseau pour la justice fiscale, qui travaille avec plusieurs experts qui sont répartis dans plusieurs continents du monde. Il y a d'abord un travail d'évaluation préliminaire sur la base des documents, sur la base des sources référentielles,
Ce travail est par la suite présenté aux administrations fiscales, présenté à des partenaires de la justice fiscale qui émettent des avis, discuté entre l'équipe de travail de l'indice et à la fin, nous obtenons un certain nombre d'informations qui sont une fois de plus renvoyées aux pays qui sont évalués de sorte à être certain qu'on a dit les choses telles qu'elles sont prévues dans les textes, telles qu'elles sont retenues par des indices référentiels. Non, il n'y a pas de risque d'arbitraire pour la simple raison que la production de l'indice est un processus participatif dans lequel les personnes ou les pays qui sont impliqués peuvent faire des commentaires, apporter des éclairages, discuter les positions qui sont prises avant de parvenir à des décisions finales. À qui est destiné cet indice et en quoi un tel indice est-il important pour eux? Comment peuvent-ils l'utiliser? L'indice est destiné à plusieurs catégories de parties prenantes. Déjà, il y a la société civile. Il existe aujourd'hui, prenons le cas de l'Afrique, une société civile qui fait le plaidoyer pour une meilleure utilisation du budget, pour une meilleure mobilisation des recettes fiscales. L'indice leur permet d'avoir des arguments concrets qui leur donnera des éléments sur lesquels ils pourront dire au gouvernement pour lesquels ils font le plaidoyer, attention, voici des risques en termes de perte d'impôts, notamment en raison du degré de responsabilité, d'opacité financière. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les journalistes. Ils appartiennent aussi à la société civile, mais surtout ils mènent des travaux d'investigation pour s'assurer que les pays collectent bien l'impôt ou alors que le fruit de la corruption ne sort pas facilement des pays, privant les populations de ressources importantes pour des besoins essentiels comme l'éducation, la santé ou encore le logement. Donc les journalistes ont là un excellent outil pour confirmer leurs hypothèses et mener leurs investigations. Mais la troisième catégorie aussi, ce sont les faiseurs de décisions politiques, notamment les gouvernements, les parlementaires. Il est question pour eux de comprendre, non pas qu'ils ont tort ou qu'ils traitent avec des pays qui sont dans une liste noire, mais qu'il existe des risques, qu'il existe des degrés de responsabilité. Eux-mêmes sont habités par le besoin de mobiliser davantage de ressources afin de répondre aux besoins de leur population. L'indice leur donne un panorama qui leur permet d'avoir une première étape en termes de réflexion, soit pour refaire leur système fiscal, soit pour revoir leur partenariat, soit pour améliorer la manière avec laquelle ils mobilisent des ressources. Donc l'indice est au service de tout le monde et je n'oublierai pas le secteur académique qui voudrait analyser les dynamiques des systèmes fiscaux, les dynamiques des risques de perte d'argent. Le FSI, le Financial Secrecy Index, est l'outil par excellence pour toutes ces catégories de personnes. L'Afrique, on le sait toujours, mal classée dans les indices. Est-ce qu'elle est présente sur le FSI 2022? Si oui, quelle est sa position? Alors, comme je disais, il ne s'agit pas d'être bien classé ou d'être mal classé, parce que l'indice d'opacité financière a ceci de particulier qu'il présente davantage un éventail de pays en termes de responsabilité sur les risques qu'il y aurait à faciliter notamment les transactions financières opaques. Alors, est-ce que l'Afrique est présente dans ce classement? Nous retenons surtout deux enseignements. Oui, l'Afrique est présente. Oui, l'Afrique a encore des efforts à faire à son propre niveau pour améliorer la transparence en matière de transactions financières.
Je ne donnerai pas ici quel est le classement de l'Afrique parce que l'indice n'est pas encore publié. Mais quand l'indice sera publié, on pourra en discuter. Mais on doit aussi noter que ce que l'indice nous apprend depuis 2020, c'est que l'Afrique est surtout une victime. L'Afrique est surtout celle qui est exposée. L'indice d'opacité financière permet de mieux comprendre pourquoi, dans certaines de ses relations commerciales, l'Afrique perd des revenus, perd une base fiscale. Donc oui, l'Afrique est présente. Le nombre de pays africains analysés normalement devrait avoir augmenté cette année et ce sera intéressant de voir quelles sont les leçons apprises de l'indice d'opacité financière 2022. Comment peut-on accéder à cet indice et est-ce gratuit? Comme par le passé, l'indice d'opacité financière sera accessible pour tous ceux qui veulent l'utiliser, le consulter et pouvoir l'exploiter dans le cadre des travaux académiques, journalistiques, de plaidoyer. Oui, il est gratuit en principe pour ceux qui l'utilisent à but gratuit. Mais il est aussi normal que si on voudrait utiliser, parce que l'indice est surtout une base importante d'informations en matière fiscale, en matière de collaboration fiscale, en matière d'efficacité des administrations fiscales dans le monde, en matière de performance par rapport aux standards internationaux. Donc si quelqu'un voudrait utiliser l'indice pour des questions économiques, il serait juste qu'il puisse apporter une contribution à l'ensemble des chercheurs qui ont travaillé à pouvoir mettre cet outil en place qui lui donne aujourd'hui l'opportunité de gagner de l'argent. Mais évidemment, chaque année, on évolue sur la réflexion et certainement pour l'indice de 2022, nous aurons des directives en termes de gratuité ou de non-gratuité. Voilà, c'est la fin de cette édition de votre podcast. D'ici là, portez-vous bien. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.imposetjusticesociale.com. Interagir avec nous sur notre page Twitter #impotsocial ou sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Et enfin, pour ceux qui veulent m'écrire, idriss@taxjustice.net. Je répondrai presque immédiatement. Prenez soin de vous, le Covid traîne toujours. Au revoir et à la prochaine.